L'Allemagne nazie fut le théâtre de l'une des périodes les plus sombres de l'humanité. Un régime marqué par la brutalité et le contrôle absolu. Cependant, au milieu de ce chaos, la science et la technologie atteignirent des niveaux d'innovation jamais vus auparavant, poussés par une idéologie qui ne connaissait aucune limite éthique. Dans les laboratoires et les usines du Troisième Reich, des chars colossaux comme le Tiger II furent conçus, ainsi que des fusées révolutionnaires comme le Fe-2 et des technologies de manipulation massive qui changèrent le cours de la guerre. Mais ces avancées furent accompagnées d'horreurs inimaginables. Des expériences médicales atroces dans les camps de concentration et des projets secrets qui, encore aujourd'hui, alimentent des théories du complot comme Die Glocke et les vaisseaux Anbu. Comment une nation technologiquement si avancée utilisa-t-elle la science pour servir une machine de mort? Quels secrets cachent encore ces innovations? Les Allemands étaient-ils réellement en avance sur leurs ennemis? Que disent les archives secrètes des nazis? La science au service du Troisième Reich, l'idéologie derrière les avancées. L'Allemagne nazie, à son époque, réalisa des avancées gigantesques en matière de contrôle militaire et politique, mais aussi en matière de domination intellectuelle et scientifique. La science, sous le régime du Troisième Reich, devint une arme stratégique pour consolider le pouvoir et justifier une idéologie fondée sur la suprématie raciale et l'expansion territoriale. Nous explorerons comment les avancées scientifiques et technologiques furent façonnées par les principes nazis et comment les scientifiques, dans leur volonté de contribuer au régime, devinrent complices de crimes atroces. Dès qu'Adolf Hitler accéda au pouvoir en 1933, la science fut réorganisée pour s'aligner sur les objectifs du parti nazi. Des institutions telles que le Bureau des sciences du Reich furent créées pour superviser les recherches dans diverses disciplines, de la génétique à la physique nucléaire. Les fonds alloués aux projets scientifiques augmentèrent considérablement, mais sous une condition. Ils devaient servir les intérêts du Troisième Reich. Une curiosité peu connue est le Manifeste des scientifiques du Reich, un document de 1934 dans lequel plus de 1000 universitaires allemands jurèrent fidélité au régime. Ce manifeste posa les bases d'un système où la science cessa d'être neutre, devenant un outil d'oppression et de contrôle. L'idéologie nazie trouva dans la science un moyen de justifier sa politique eugénique et de suprématie raciale. La génétique et l'anthropologie furent manipulées pour soutenir les théories de pureté raciale. Des scientifiques comme Eugen Fischer et Ottmar von Verschuer menèrent des recherches démontrant l'infériorité de certains groupes ethniques, en particulier les Juifs et les Roms. En 1935, les lois de Nuremberg officialisèrent ces idées, interdisant les mariages interraciaux et promouvant la stérilisation forcée des individus considérés comme génétiquement défectueux. Des archives déclassifiées en 2005 révèlent que plus de 400 000 personnes furent stérilisées dans le cadre de ce programme, fondé sur des recherches scientifiques dépourvues de toute rigueur éthique. Un témoignage glaçant provient d'une victime de ces programmes, Anna R., qui raconta des années plus tard « J'ai été emmenée dans une clinique sans savoir pourquoi. Quand j'en suis sortie, je ne pouvais plus avoir d'enfants. Ils disaient que c'était pour le bien de la nation, mais ils ont détruit ma vie. » De nombreux scientifiques de renom collaborèrent activement avec le régime, motivés par le nationalisme, l'ambition ou la peur. Parmi eux, Werner Heisenberg, l'un des pères de la physique quantique, travailla sur le programme nucléaire allemand. Bien que son degré d'engagement envers le nazisme fasse toujours débat, ses recherches posèrent les bases du développement de technologies militaires. Un autre cas emblématique est celui de Fritz Haber, un chimiste dont l'invention du gaz Zyklon B, initialement conçu comme pesticide, fut adaptée pour son utilisation dans les chambres à gaz. Bien que Haber mourut en 1934, son héritage scientifique fut instrumentalisé par le régime pour mener à bien le génocide. Des documents déclassifiés en 1997 révèlent également qu'un groupe de scientifiques de la société Kaiser Wilhelm participa à des expériences médicales dans les camps de concentration, utilisant des prisonniers comme sujets d'essai pour des recherches génétiques et pharmacologiques.
L'obsession du Troisième Reich pour l'innovation technologique se manifesta particulièrement dans le domaine militaire. Les scientifiques allemands développèrent des armes avancées qui modifièrent la dynamique de la guerre, des chars Tiger aux fusées V2. Un projet moins connu, mais tout aussi ambitieux, fut celui des sous-marins U-Boot, type 21, qui représentèrent une avancée révolutionnaire dans la technologie sous-marine. Ces sous-marins, conçus pour des missions de longue durée, incorporèrent des innovations qui influencèrent la conception des sous-marins d'après-guerre. Une archive secrète déclassifiée en 2010 révéla que le régime explora également des technologies plus spéculatives, telles que les rayons de particules et les canons soniques. Bien que beaucoup de ces projets ne dépassèrent jamais le stade expérimental, ils montrent comment la science fut instrumentalisée dans la quête d'armes toujours plus destructrices. On peut dire que l'un des aspects les plus intrigants de la science nazie fut son intérêt pour la physique théorique et son lien avec le programme nucléaire. Bien que les nazis n'aient jamais réussi à développer une bombe atomique, les documents historiques montrent qu'ils étaient plus avancés qu'on ne le pensait initialement. Une découverte récente dans les archives de l'université de Göttingen révèle qu'une équipe de physiciens dirigée par Kurt Dibner travailla sur un réacteur nucléaire expérimental en 1944. Bien que le projet échoua en raison de problèmes techniques et du manque de matériaux, cet effort souligne l'ambition du régime de maîtriser l'énergie atomique. Plus tard, après la chute du Troisième Reich, l'instrumentalisation de la science sous le nazisme laissa un héritage profondément controversé. De nombreux scientifiques ayant collaboré avec le régime furent recrutés par les Alliés à travers des programmes comme l'opération Paperclip, emportant leurs connaissances aux États-Unis et en Union soviétique. Ce transfert de talent souleva un débat éthique qui persiste encore aujourd'hui. Le progrès scientifique peut-il justifier l'utilisation de connaissances obtenues par des crimes contre l'humanité? Les contributions de ces scientifiques à l'exploration spatiale et au développement des armes modernes sont indéniables, mais leur héritage est inextricablement lié à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Quels secrets ont été conservés et quelles technologies n'ont jamais vu le jour? Il est temps d'examiner en détail les technologies et avancées scientifiques des Allemands. Les colosses d'acier, tanks et armes de guerre révolutionnaires. Le Troisième Reich investit des ressources colossales dans le développement d'armes qui reflétaient son ambition de domination mondiale. Parmi celles-ci, les chars jouèrent un rôle crucial. La technologie militaire allemande, portée par une ingénierie avancée et une vision stratégique sans précédent, produisit des véhicules blindés qui non seulement redéfinirent la guerre moderne, mais symbolisèrent également la volonté du régime d'imposer sa puissance sur tous les fronts. Cependant, derrière ces colosses d'acier se cachaient des défis logistiques, des décisions discutables et des projets si ambitieux qu'ils semblaient sortis d'un roman de science-fiction. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient déjà démontré l'efficacité de leurs chars Panzer lors des campagnes de Pologne et de France. Cependant, l'apparition de chars alliés plus résistants, comme le T-34 soviétique, força le Troisième Reich à redoubler d'efforts dans la production de véhicules supérieurs. C'est ainsi que virent le jour les légendaires Tiger I et Tiger II, deux des chars les plus emblématiques du conflit. Le Tiger I, introduit en 1942, représenta une révolution dans la technologie militaire. Avec son blindage épais et son canon de 88 mm, il pouvait détruire des cibles à longue distance avec une précision dévastatrice. Mais avec son poids de plus de 50 tonnes, il représentait également un défi logistique. Dans les steppes russes, les Tiger I s'embourbèrent dans la boue et leur consommation élevée de carburant devint un problème insoutenable à mesure que le conflit avançait. Le Tiger II, connu sous le nom de Königstiger ou Tigre royal, fut une réponse à ces limitations. Introduit en 1944, il combinait un blindage encore plus épais et une puissance de feu accrue. Cependant, son poids de plus de 70 tonnes le rendait vulnérable à des problèmes similaires. Des documents déclassifiés après la guerre révélèrent que plus de 50% des Tiger, II perdus, ne furent pas détruits par l'ennemi, mais abandonnés en raison de pannes mécaniques ou d'un manque de carburant. Malgré cela,
les témoignages de soldats alliés exprimaient un respect prudent envers ces chars. Un commandant américain, interrogé en 1945, déclara « Quand tu entendais le rugissement d'un Tiger, tu savais que tu étais en danger. Tu pouvais te cacher ou prier, mais l'affronter face à face était presque suicidaire. » Cependant, le Troisième Reich ne se contenta pas de ces véhicules. À mesure que la guerre devenait plus désespérée, des projets encore plus ambitieux furent conçus. L'un d'eux fut le Maus, un char qui poussait le concept de blindage lourd à l'extrême. Conçu par Ferdinand Porsche, le Maus pesait plus de 180 tonnes, ce qui en faisait le char le plus lourd jamais construit. Équipé d'un canon de 128 mm, il avait la capacité théorique de détruire n'importe quelle cible alliée. Cependant, seuls 2 prototypes furent produits en raison des défis logistiques colossaux. Les tests effectués en 1944 révélèrent que le Maus était pratiquement inutilisable en combat réel. Sa mobilité limitée, combinée à l'impossibilité de traverser la plupart des ponts, en fit un géant impraticable. L'un des prototypes, capturé par les forces soviétiques, se trouve aujourd'hui au musée militaire de Kubinka, où il sert de rappel des ambitions démesurées du régime nazi. Mais si le Maus semblait colossal, le Landkreuzer P-1000 Rat, conçu comme un superchar, était encore plus extravagant. Ce projet, imaginé par le ministère de l'Armement allemand en 1942, proposait un véhicule de 1000 tonnes, équipé de 2 canons navals de 80 cm. Selon les plans retrouvés dans les archives allemandes après la guerre, le Rat aurait eu un équipage de plus de 40 personnes et un moteur aussi puissant que celui d'un navire de guerre. Bien qu'il ne dépassât jamais le stade de la conception, ce projet illustre l'approche mégalomane du Troisième Reich dans ces dernières années. Les experts s'accordent à dire que, même s'il avait été construit, le Rat aurait été une cible facile en raison de sa taille et de son manque de mobilité. L'impact de ces chars sur le champ de bataille fut notable, mais il révéla également les limites de l'approche allemande. Tandis que les Tiger 1 et 2 démontrèrent leur efficacité dans des situations spécifiques, leur production était lente et coûteuse. Pour chaque Tiger fabriqué, les Alliés pouvaient produire plusieurs chars moyens, comme le Sherman américain ou le T-34 soviétique, leur donnant ainsi un avantage numérique décisif. Ce déséquilibre se refléta lors de la bataille de Kursk en 1943, où les Allemands déployèrent leurs Tiger et Panzer les plus avancés, mais ne purent surpasser la quantité écrasante de blindés soviétiques. Les témoignages de soldats allemands ayant opéré ces chars offrent une perspective unique sur leur impact. Heinz Guderian, un général allemand connu comme le père des Panzers, écrivit dans ses mémoires que les Tiger et King Tiger étaient des armes impressionnantes, mais trop chères, trop lentes et trop rares pour gagner la guerre. Cette analyse, corroborée par des documents stratégiques du haut commandement allemand, souligne comment l'obsession du régime pour la perfection technique entravait souvent sa capacité à répondre aux exigences pratiques du conflit. De plus, les archives déclassifiées après la guerre révèlent que de nombreux projets furent financés en détournant des ressources d'autres secteurs essentiels, comme la production d'avions et d'artillerie. L'insistance à construire des machines comme le Maus ou le Rat, malgré leurs limitations évidentes, reflète non seulement l'ambition du régime, mais aussi sa déconnexion des réalités du conflit. À mesure que la guerre avançait et que les ressources s'épuisaient, ces projets devinrent des symboles du déclin du Troisième Reich, plutôt que des outils de guerre efficaces. Le récit des chars allemands ne serait pas complet sans mentionner l'effet psychologique qu'ils exerçaient sur les Alliés. Les unités qui affrontèrent les Tiger et King Tiger se souvenaient de la peur qu'ils inspiraient, mais apprirent également à les contrer. Des documents britanniques de 1944 détaillent comment les soldats commencèrent à utiliser des tactiques de contournement et une coordination aérienne pour neutraliser ces menaces. Un commandant britannique commenta « Nous ne les affrontions pas de face. C'était de la folie. Mais une fois que tu savais comment les exploiter, ils n'étaient pas invincibles. » À travers ces colosses d'acier, le Troisième Reich tenta d'imposer sa domination sur le champ de bataille, mais les limites techniques, logistiques et stratégiques les condamnèrent finalement.
Bien qu'ils demeurent des symboles de l'ingéniosité et de l'ambition allemande, ils révélèrent aussi les contradictions profondes d'un régime qui privilégiait la grandeur à l'efficacité. Ces chars, avec leurs succès et leurs échecs, devinrent les témoins d'une époque où la technologie fut mise au service de la guerre la plus destructrice de l'histoire. Expérimentation médicale. Les horreurs au nom de la science. L'expérimentation médicale menée dans les camps de concentration nazis fut l'un des aspects les plus atroces du régime du Troisième Reich. Sous prétexte de faire avancer la science et de renforcer le Reich, les médecins nazis ont perpétré des crimes inhumains qui ont laissé des cicatrices indélébiles dans l'histoire de l'humanité. Ces expériences, réalisées sur des prisonniers sans défense, représentaient non seulement une violation des principes éthiques les plus fondamentaux, mais révélaient aussi jusqu'où la science pouvait aller lorsqu'elle se dissocie de la moralité. Dans des camps comme Auschwitz, Dachau et Ravensbrück, les prisonniers étaient sélectionnés pour des expériences qui, bien souvent, menaient à la mort ou laissaient des séquelles physiques et psychologiques irréparables. Auschwitz, dirigé par des figures comme Joseph Mengele, est devenu un synonyme de l'horreur médicale. Mengele, connu sous le nom de l'ange de la mort, utilisait les prisonniers, en particulier les enfants, comme sujet d'expérimentation. Son obsession pour les jumeaux l'a conduit à réaliser des procédures cruelles, incluant des injections de substances chimiques dans les yeux pour en changer la couleur ou des amputations inutiles pour étudier la régénération. Un témoignage d'Eva Moses-Kor, survivante de ces expériences, décrit comment Mengele supervisait les tests avec une froideur glaçante. Il nous traitait comme si nous étions des objets de laboratoire. Nous n'étions pas des enfants. Nous étions des numéros dans ces expériences. En plus de Mengele, d'autres médecins ont joué un rôle clé dans ces crimes. À Ravensbrück, des expériences furent menées pour tester l'efficacité de médicaments et de traitements contre les infections. Des prisonnières étaient délibérément blessées et exposées à des bactéries mortelles, comme le streptocoque, afin d'observer la progression de la maladie. Beaucoup moururent à cause de ces expériences, tandis que d'autres restèrent mutilés. Des documents déclassifiés en 1996 révélèrent que les médecins impliqués justifiaient leurs actes en affirmant qu'ils contribuaient à l'avancement de la médecine de guerre, une excuse dénuée de tout fondement éthique. Les expérimentations médicales ne se limitaient pas aux maladies. À Dachau, les médecins nazis étudièrent les effets du froid extrême, soumettant les prisonniers à des conditions climatiques sévères afin d'analyser l'hypothermie. Les rapports indiquent que les victimes étaient plongées dans de l'eau glacée ou exposées à l'air libre durant des heures, pendant que les médecins enregistraient méticuleusement leur agonie. Un survivant anonyme raconta comment ses compagnons étaient utilisés comme de simples outils. Ils les laissaient mourir en prenant des notes. Il n'y avait aucune humanité en eux, seulement des données. Curieusement, l'un des projets les moins connus, mais tout aussi terrifiant, fut l'étude de la stérilisation massive, menée sur des prisonniers juifs et roms. Les médecins du Reich cherchaient des méthodes efficaces pour stériliser de larges populations en utilisant la radiation et des procédures chirurgicales forcées. Des archives découvertes en 1983 détaillent comment ces tests causaient une souffrance indescriptible, laissant les victimes grièvement blessées ou incapables de mener une vie normale. Ces initiatives, soutenues par l'idéologie eugénique du régime, reflètent la déshumanisation totale des victimes sous le contrôle nazi. Les effets de ces expériences dépassèrent largement la fin de la guerre. Lors des procès de Nuremberg, les crimes médicaux nazis furent un sujet central, et plusieurs médecins, dont Karl Brandt, le médecin personnel d'Hitler, furent condamnés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les preuves présentées lors de ces procès comprenaient des témoignages de survivants, des documents médicaux et des photographies qui laissèrent le monde horrifié. Un extrait des actes du procès relate comment un témoin décrivit les séquelles des expériences. Ils marchaient comme des spectres, avec des corps abîmés et des âmes brisées. Il n'y avait aucun moyen de comprendre comment quelqu'un pouvait leur faire cela. Bien que les coupables aient été jugés, les implications éthiques de leurs crimes continuèrent de résonner dans la communauté médicale. Certains résultats de ces expériences, bien qu'obtenus de manière inhumaine, contenaient des informations précieuses sur le corps humain.
Cela souleva un dilemme éthique. Fallait-il utiliser ces connaissances? En 1950, la communauté scientifique internationale établit le Code de Nuremberg, un ensemble de principes visant à garantir que l'expérimentation médicale respecte les droits et la dignité des participants. Ce code reste un pilier de l'éthique médicale moderne. Cependant, tous les criminels n'ont pas été traduits en justice. Joseph Mengele, le principal architecte des expériences d'Auschwitz, réussit à fuir après la guerre et vécut en Amérique du Sud sous de fausses identités jusqu'à sa mort en 1979. Pendant des décennies, sa figure devint un symbole du mal impuni, et son héritage d'horreur continue d'être étudié dans des recherches et des documentaires. En 1992, des archives personnelles de Mengele furent découvertes, contenant des notes détaillées sur ses expériences. Ces documents révélèrent la méticulosité avec laquelle il enregistrait la souffrance de ses victimes, offrant une vision glaçante de sa mentalité. L'impact de ces crimes médicaux ne se limite pas au domaine historique. Ils ont profondément influencé la manière dont la recherche médicale est réglementée aujourd'hui. Les essais cliniques modernes, les comités d'éthique et les lois internationales visant à protéger les participants aux études scientifiques sont, en partie, des réponses directes aux atrocités commises par les médecins nazis. L'expérimentation médicale nazie a laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'humanité. Ces crimes, commis sous le prétexte de la recherche scientifique, ont coûté des milliers de vies et ont remis en question les limites de notre compréhension du mal. Les survivants qui ont vécu pour raconter leur histoire ont veillé à ce que le monde n'oublie pas. Et les documents révélés des décennies plus tard continuent de nous rappeler que la science sans éthique n'est pas un progrès, mais une destruction. Fait 2. Les fusées qui redéfinirent la guerre et ouvrirent l'espace. Le développement des fusées. F 2 par l'Allemagne nazie marqua un tournant dans l'histoire de la guerre et de la technologie. Ces armes, considérées comme les premières balistiques à longue portée, représentèrent une avancée sans précédent dans le domaine militaire et posèrent également les bases de l'exploration spatiale. Cependant, derrière leur création se cache une histoire marquée par l'exploitation, la souffrance humaine et une ambition démesurée. Dans les premières années de la décennie de 1930, l'Allemagne nazie cherchait déjà à développer des technologies qui lui donneraient un avantage stratégique sur ses ennemis. Parmi ces innovations, les fusées occupaient une place importante. Sous la direction de Werner von Braun, un jeune ingénieur passionné par l'exploration spatiale, le régime commença à investir dans des programmes de recherche pour transformer les fusées, alors de simples expériences scientifiques, en armes de guerre. Von Braun, qui deviendra plus tard une figure clé de la NASA, travaillait dans un laboratoire secret à Peenemünde, une île de la mer Baltique, où fut conçu le projet Fin 2. La fusée Feu 2, dont le nom officiel était Vergeltungswaffe 2, fut conçue pour attaquer les villes alliées à grande distance. Alimentée par un mélange d'oxygène liquide et d'éthanol, elle pouvait atteindre une vitesse supersonique et transporter une charge explosive de presque 1 tonne. En 1944, les V2 commencèrent à être lancés contre des cibles à Londres, Anvers et d'autres villes européennes, causant une destruction massive et terrorisant les populations civiles. Cependant, le développement et la production des V2 ne furent pas réalisés sans un coût humain élevé. Pour satisfaire la demande du régime, des milliers de prisonniers de guerre et de travailleurs esclaves furent contraints de travailler dans des conditions inhumaines dans l'usine souterraine de Mittelwerk, où les fusées étaient assemblées. Les témoignages des survivants révèlent les atrocités commises dans ces usines. Un ancien prisonnier de Buchenwald, transféré à Mittelwerk, décrivit les conditions comme « un enfer de ténèbres, de faim et de mort ». Selon les archives, plus de 20 000 travailleurs périrent lors de la construction et de la production des V2, beaucoup succombant à l'épuisement, à la faim ou à des exécutions sommaires. Des archives déclassifiées en 1991 révélèrent la complicité directe de von Braun et d'autres ingénieurs dans l'exploitation de cette main-d'œuvre esclave. Bien que von Braun ait affirmé après la guerre qu'il n'avait aucun contrôle sur les conditions des travailleurs, des documents retrouvés montrent qu'il visitait régulièrement Mittelwerk
et était conscient du traitement brutal infligé aux prisonniers. Cette dualité entre son rôle de visionnaire technologique et de collaborateur de crimes de guerre reste un sujet de débat historique intense. Les V2 représentèrent une avancée technologique impressionnante pour l'époque. Contrairement aux bombes conventionnelles, qui pouvaient être interceptées, ces fusées étaient pratiquement impossibles à arrêter une fois lancées. Les attaques contre Londres, initiées en septembre de 1944, démontrèrent la portée de cette nouvelle arme. Les témoignages des résidents londoniens illustrent l'impact psychologique des V2, qui arrivaient sans avertissement en raison de leur vitesse supersonique. Une survivante, identifiée sous le nom de Margaret T., se souvient de la terreur de ces jours-là. Nous étions chez nous et soudain tout explosa. Il n'y avait pas de sirène, pas d'avertissement, juste du chaos et de la destruction. Malgré leur capacité destructrice, les V2 ne réussirent pas à modifier significativement le cours de la guerre. Leur production était lente et coûteuse, et bien qu'elles aient causé des milliers de morts, leur impact stratégique fut limité. Cependant, leur importance dépasse leur efficacité militaire. Les fusées V2 établirent les principes fondamentaux de la conception des missiles balistiques et des lanceurs spatiaux, marquant le début de l'ère spatiale. Après la défaite de l'Allemagne en 1945, le programme V2 devint un prix convoité par les puissances alliées. Lors de l'opération Paperclip, les États-Unis transférèrent von Braun et des centaines de scientifiques allemands sur leur territoire, ainsi que des matériaux et des plans liés au V2. Cette opération, initialement secrète, permit aux avancées technologiques développées sous le régime nazi d'être utilisées à des fins militaires et spatiales après la guerre. L'un des aspects les plus controversés de ce transfert de connaissances fut l'intégration de von Braun à la NASA, où il joua un rôle clé dans le développement du programme Apollo et l'envoi de l'homme sur la Lune. Bien que ses réalisations dans l'exploration spatiale soient indéniables, son association avec les crimes commis lors de la production des VAV-2 soulève des questions éthiques qui persistent encore aujourd'hui. En 1976, peu avant sa mort, von Braun fut interrogé sur son rôle pendant la guerre. Sa réponse reflète la complexité de son héritage. « Je voulais seulement construire des fusées pour atteindre l'espace. Je regrette profondément ce qui s'est passé, mais je n'avais pas le pouvoir de changer les choses. » En plus de leur impact sur la science et la technologie, les V2 influencèrent également la culture populaire et la perception de la guerre moderne. Les images de ces fusées s'élevant dans le ciel devinrent des symboles de la capacité humaine à créer et à détruire en même temps. Après la guerre, tant les États-Unis que l'Union soviétique exploitèrent les enseignements tirés du programme V2 pour développer leurs propres missiles balistiques intercontinentaux, consolidant ainsi la course aux armements de la guerre froide. Dans des archives récemment déclassifiées, des preuves ont été découvertes indiquant que les Soviétiques utilisèrent également des prisonniers allemands pour travailler sur leur programme de fusées. Une pratique qui illustre comment l'exploitation humaine ne s'est pas arrêtée avec la chute du Troisième Reich. Ces documents révèlent que, bien que le contexte ait été différent, les avancées technologiques continuèrent à dépendre de méthodes contestables. L'histoire des V2 est un exemple de la manière dont l'ambition scientifique peut être utilisée à la fois pour la guerre et pour le progrès. Bien que conçues pour la destruction, les principes derrière ces fusées menèrent à la création de technologies aujourd'hui utilisées pour l'exploration spatiale. Cependant, le coût humain de leur développement ne doit jamais être oublié. Les milliers de travailleurs esclaves qui perdirent la vie à Mittelwerk rappellent que même les avancées les plus révolutionnaires peuvent être entachées par la souffrance humaine. Le programme V2 marqua un avant et un après dans l'histoire de la technologie militaire et spatiale, démontrant à la fois le pouvoir et le danger de la science lorsqu'elle est dissociée de l'éthique. Ce chapitre du Troisième Reich ne définit pas seulement l'avenir de la guerre et de l'exploration spatiale, mais laissa également un héritage de questions que l'humanité lutte encore à résoudre. Le contrôle des masses, propagande et technologie pour manipuler les foules. Le Troisième Reich s'est distingué par ses avancées en armement et en technologie militaire, mais un aspect peu évoqué, mais très important,
fut sa capacité à contrôler et manipuler les masses. Cette domination, orchestrée avec précision et soutenue par des innovations technologiques, devint l'un des outils les plus puissants du régime nazi. Grâce à la propagande, les nazis façonnèrent la perception publique, consolidèrent leur pouvoir et déshumanisèrent ceux qu'ils considéraient comme des ennemis de l'État. Cette machine idéologique ne fut pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une planification minutieuse, combinant des techniques traditionnelles avec les technologies les plus avancées de l'époque. Dès les premiers jours du régime, Joseph Goebbels, ministre de la propagande, comprit le potentiel des médias comme arme politique. Sous sa direction fut établi le Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, qui signifie ministère de l'éducation du peuple et de la propagande, une institution dédiée à contrôler tous les aspects de la vie culturelle et médiatique de l'Allemagne. La radio, le cinéma et la presse devinrent les piliers de cette stratégie avec un objectif clair: créer un message uniforme et omniprésent qui résonnerait dans chaque recoin du Reich. L'un des éléments les plus emblématiques de cette campagne fut le Volksempfänger, un récepteur radio conçu spécifiquement pour être abordable et accessible à la majorité des Allemands. Cet appareil, introduit en 1933, joua un rôle fondamental dans la diffusion des discours de Hitler et de la propagande nazie. Un dossier déclassifié en 1998 révéla que, en 1938, plus de 70% des foyers allemands possédaient l'un de ces récepteurs, garantissant ainsi que le message du régime atteigne des millions de personnes. Les discours de Hitler, soigneusement édités et diffusés en heures de grande écoute, visaient à générer un sentiment d'unité et de loyauté absolue. Un auditeur de l'époque se souvient: tu pouvais sentir comment la voix de Hitler t'enveloppait. Même si tu ne voulais pas écouter, tu ne pouvais pas échapper à son influence. Le cinéma fut un autre outil crucial de la propagande nazie. Goebbels supervisa personnellement la production de films promouvant les idéaux du régime. Des œuvres comme Le triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl ne glorifiaient pas seulement la puissance militaire allemande, mais présentaient aussi Hitler comme une figure quasi divine. Ces films, vus par des millions de spectateurs à travers toute l'Allemagne, combinèrent des techniques cinématographiques avancées avec un message idéologique clair. Une récente découverte dans des archives cinématographiques révéla les vastes storyboards utilisés par Riefenstahl avec des instructions précises sur les angles de caméra et le montage pour maximiser l'impact émotionnel sur les spectateurs. La presse écrite n'échappa pas non plus au contrôle du régime. Les journaux, sous stricte supervision de l'État, publiaient des nouvelles renforçant le récit nazi, tout en censurant toute information pouvant le contredire. Des documents retrouvés après la guerre détaillent comment des listes noires de journalistes et de publications considérées comme dangereuses pour la stabilité du Reich furent établies. Les médias devinrent un outil pour alimenter la haine envers les Juifs, les communistes et d'autres minorités. Un titre typique de l'époque décrivait les Juifs comme des parasites menaçant la pureté de la nation allemande. La technologie joua également un rôle central dans la surveillance et le contrôle interne. Le régime développa des méthodes avancées pour surveiller ses citoyens, utilisant des techniques préfigurant les systèmes d'espionnage modernes. La Gestapo, la police secrète de l'État, employait des équipements d'enregistrement et des dispositifs d'écoute pour identifier et poursuivre les dissidents. Un dossier déclassifié en 1994 montra comment ces dispositifs étaient installés dans des lieux stratégiques, tels que les cafés et les gares, où se réunissaient des groupes considérés comme subversifs. Ces rapports détaillent comment les conversations enregistrées étaient minutieusement analysées pour identifier d'éventuelles menaces contre le régime. Un aspect moins connu, mais tout aussi fascinant, fut l'utilisation de la technologie pour manipuler les événements publics. Les rassemblements de masse, comme ceux organisés à Nuremberg, n'étaient pas seulement des démonstrations de pouvoir politique, mais aussi des spectacles soigneusement chorégraphiés. Les lumières, les sons et les discours étaient conçus pour provoquer une réponse émotionnelle collective. Un ingénieur ayant travaillé sur les systèmes d'éclairage de ces rassemblements commenta des années plus tard: les lumières n'étaient pas qu'une décoration, elles faisaient partie du message.
Elle créait une atmosphère dans laquelle tu te sentais insignifiant, mais aussi partie de quelque chose de plus grand. Bien que ces outils de propagande et de contrôle aient semblé invincibles, ils avaient aussi leurs limites. Des documents internes du ministère de la Propagande, retrouvés après la guerre, révèlent que Goebbels exprimait des inquiétudes quant à l'efficacité de ses stratégies dans les régions rurales, où le manque d'accès à la technologie rendait la diffusion du message nazi plus difficile. De plus, les rapports indiquent que certains Allemands, notamment les plus jeunes, commencèrent à remettre en question le récit officiel vers la fin de la guerre, influencés par des stations de radio étrangères comme la BBC. La machine de propagande nazie ne fut pas seulement efficace en Allemagne, mais elle exerça aussi une influence à l'étranger. Durant les premières années du régime, Goebbels promut des films et des publications présentant l'Allemagne comme une nation moderne et pacifique, cherchant à améliorer son image internationale. Cependant, à mesure que la guerre s'intensifiait, ces campagnes devinrent plus agressives, tentant de justifier les invasions et les atrocités commises par le régime. Un dossier britannique déclassifié en 2005 révèle comment les diplomates allemands tentaient de contrer les critiques internationales en diffusant du matériel de propagande dans les pays occupés. L'impact psychologique de cette propagande fut profond et durable. Les citoyens allemands furent conditionnés à accepter l'idéologie nazie comme une vérité absolue, facilitant ainsi l'acceptation des politiques génocidaires et la militarisation de la société. Cependant, cette propagande suscita aussi de la résistance. Dans des journaux intimes retrouvés de l'époque, on trouve des témoignages d'Allemands écrivant en secret leur mécontentement face au régime et à sa manipulation. L'un de ces journaux, appartenant à un jeune étudiant de Hambourg, déclare « On nous dit quoi penser, quoi croire, mais au fond de moi, je sais que ce n'est pas juste. J'espère qu'un jour, nous pourrons parler librement. » Les ombres de la science-fiction, ovnis et projets secrets. Dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Allemagne nazie faisait face à la pression croissante des Alliés sur tous les fronts, des rapports ont émergé concernant des projets hautement expérimentaux dans le domaine militaire et technologique. Parmi eux, les recherches sur des aéronefs non conventionnels, similaires à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de soucoupes volantes, se distinguent par leur ambition et leur mystère. Bien que nombre de ces projets soient restés inachevés en raison de l'effondrement du Troisième Reich, les documents découverts après la guerre révèlent que les nazis exploraient des technologies aérodynamiques avancées en avance de plusieurs années sur leur temps. Le développement de ces aéronefs était lié à l'obsession du régime de dominer les cieux et d'assurer sa suprématie technologique. L'un des centres névralgiques de ces recherches était le laboratoire secret de Peenemünde, principalement connu pour être le berceau des fusées Fe-2. Cependant, des archives déclassifiées en 1989 ont révélé que les scientifiques de Peenemünde travaillaient également sur des prototypes d'aéronefs circulaires, capables de manœuvrer d'une manière surpassant les capacités des avions conventionnels de l'époque. Le projet le plus connu lié à ces aéronefs fut le Schriever-Habermohl, qui doit son nom aux ingénieurs allemands Rudolf Schriever et Klaus Habermohl. Selon des documents capturés par les forces alliées en 1945, ce projet visait à développer un aéronef en forme de disque équipé de turbines lui permettant de décoller et d'atterrir verticalement. Bien que la conception n'ait jamais été achevée, les esquisses retrouvées montrent un véhicule étonnamment similaire aux descriptions modernes des ovnis. Un rapport des services de renseignement britanniques de 1946 décrivait le projet comme ambitieux mais techniquement plausible. Un autre projet intrigant fut celui nommé Die Glocke, la cloche, un dispositif décrit dans des documents retrouvés en Pologne, combinant technologie électromagnétique et principes aérodynamiques non conventionnels. Bien que son objectif exact reste sujet à débat, certains rapports suggèrent qu'il aurait pu s'agir d'une tentative de développer un système de propulsion avancé. Des archives déclassifiées en 2010 indiquent que Die Glocke était développé sur un site connu sous le nom de Der Ries, un complexe souterrain dans les montagnes de Silésie, ajoutant une aura de mystère à son histoire. Les témoignages d'ingénieurs ayant travaillé sur des projets expérimentaux sous le Troisième Reich offrent un aperçu des ambitions nazies dans ce domaine.
Un ancien collaborateur de Peenemünde, interrogé par les forces américaines en 1946, déclara « Nous repoussions les limites de ce que nous pensions possible. Certains designs étaient si avancés qu'ils semblaient relever de la science-fiction. Mais pour nous, ils représentaient l'avenir de l'aviation. » Cependant, les limitations techniques et l'effondrement du régime empêchèrent ces recherches d'aller au-delà des phases initiales. Beaucoup de prototypes ne furent jamais construits, et les rares qui furent fabriqués étaient trop instables pour effectuer des vols soutenus. Par exemple, un rapport des services de renseignement soviétiques sur le Schriever-Haber-Mall mentionne que les modèles expérimentaux ne purent atteindre que quelques mètres de hauteur avant de perdre le contrôle. Malgré ces limitations, les rapports sur les recherches nazies en matière de technologie aéronautique non conventionnelle continuèrent d'alimenter les rumeurs dans les années suivant la guerre. Certaines de ces rumeurs se mêlèrent à des théories du complot suggérant que les nazis avaient développé une technologie extraterrestre. Toutefois, les documents historiques disponibles ne corroborent pas ces affirmations. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le régime avait un intérêt réel pour l'exploration de designs aérodynamiques révolutionnaires, motivés par une combinaison d'ambition militaire et de curiosité scientifique. L'une des découvertes les plus révélatrices en ce sens fut un ensemble de plans retrouvés dans une base militaire allemande, abandonnée en Bavière, en 1945. Ces plans représentaient une conception d'aéronef circulaire dotée de caractéristiques avancées en matière de stabilité et de propulsion. Selon les experts ayant analysé ces documents, la conception reposait sur des principes aérodynamiques légitimes, bien que nécessitant des technologies qui n'existaient pas encore à l'époque. L'influence de ces recherches s'étendit au-delà de la fin de la guerre. Pendant l'opération Paperclip, des scientifiques allemands ayant travaillé sur des projets d'aéronefs expérimentaux furent transférés aux États-Unis, où leurs connaissances contribuèrent au développement de technologies aéronautiques avancées. L'un de ces scientifiques, Arthur Rudolph, qui joua plus tard un rôle clé dans le programme spatial américain, avait participé à des recherches liées à des systèmes de propulsion non conventionnels. Dans l'après-guerre, tant les États-Unis que l'Union soviétique commencèrent à développer des technologies basées sur des principes similaires à ceux explorés par les nazis. Cela donna lieu à des spéculations sur la manière dont les découvertes allemandes auraient pu influencer la course aux armements de la guerre froide. Des archives soviétiques déclassifiées en 2014 révélèrent que l'Union soviétique avait récupéré des prototypes et des plans d'aéronefs circulaires allemands, influençant ainsi ses propres projets de recherche. Une curiosité intrigante liée à ces projets réside dans l'utilisation de matériaux avancés dans certaines conceptions. Des rapports techniques mentionnent des alliages légers et résistants qui étaient en cours de développement pour les aéronefs circulaires, dont beaucoup furent adoptés dans l'industrie aérospatiale plusieurs décennies plus tard. Ces matériaux, ainsi que les principes aérodynamiques expérimentaux, soulignent comment les nazis cherchaient non seulement à gagner la guerre, mais aussi à redéfinir l'avenir de l'aviation. Bien qu'une grande partie des recherches sur ces aéronefs aient été perdues ou détruites durant les derniers jours du Troisième Reich, les fragments qui ont survécu offrent un aperçu fascinant des ambitions technologiques d'un régime désespéré. Les documents, plans et témoignages disponibles suggèrent que les nazis étaient à la veille de découvrir des technologies qui auraient pu changer le cours de la guerre, bien qu'ils n'aient jamais réussi à surmonter les défis techniques et logistiques nécessaires à leur mise en œuvre. Bien que les conceptions de soucoupes volantes et de dispositifs comme Die Glocke ne se soient jamais pleinement matérialisées, elles représentent un chapitre intrigant de l'histoire de l'ingénierie militaire, où la réalité s'est dangereusement rapprochée de la science-fiction. Science volée, l'opération Paperclip et la course spatiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, alors que l'Europe gisait en ruine, les puissances victorieuses se lancèrent dans une nouvelle lutte, s'emparer des secrets scientifiques et technologiques du Troisième Reich. Parmi les objectifs les plus convoités figuraient les avancées en matière de fuséologie, d'aéronautique et d'armement développés par les nazis. Ce chapitre se concentre sur une opération qui allait changer le cours de l'histoire. L'opération Paperclip, un programme américain conçu pour recruter les meilleurs scientifiques allemands et les transférer aux États-Unis,
avant qu'ils ne tombent entre les mains des Soviétiques. Le nom Paperclip provient des trombones que les officiers américains utilisaient pour marquer les dossiers des scientifiques jugés précieux. Parmi les plus remarquables figurait Wernher von Braun, le génie derrière les fusées Phi 2, dont l'ambition d'explorer l'espace fit de lui une ressource indispensable. Des archives déclassifiées en 1995 révèlent que, bien que bon nombre de ces scientifiques aient eu des liens directs avec les crimes de guerre nazis, leurs dossiers furent délibérément modifiés pour faciliter leur transfert et leur embauche. Von Braun et son équipe arrivèrent aux États-Unis en 1945. Initialement, ils travaillèrent sur des projets militaires, développant des missiles balistiques qui joueraient un rôle crucial durant la guerre froide. Cependant, le véritable impact de l'opération Paperclip se fit sentir dans le domaine spatial. En 1960, von Braun fut nommé directeur du Centre Marshall des vols spatiaux de la NASA, où il dirigea le développement de la fusée Saturne V, celle-là même qui emmènerait l'homme sur la Lune en 1969. Malgré ces réalisations, l'héritage de l'opération Paperclip reste marqué par la controverse. Des documents et témoignages révèlent que plusieurs des scientifiques recrutés avaient activement participé à des crimes de guerre, notamment en recourant au travail forcé pour produire les fusées V2. Un rapport interne du gouvernement américain de 1949 admettait que la valeur stratégique des scientifiques prime sur les préoccupations éthiques liées à leur passé. Cette déclaration reflète les tensions morales qui ont défini ce programme. L'une des découvertes les plus révélatrices fut une série de lettres personnelles de von Braun, retrouvées en 2004, dans lesquelles il décrivait ses visites à Mittelwerk, l'usine souterraine où des milliers de prisonniers périrent lors de la production des V2. Dans l'une de ses lettres, il écrivait « Nous ne pouvons pas ignorer les conditions, mais nos priorités sont claires. Ces fusées doivent voler. » Ce type de déclaration alimente le débat sur la responsabilité morale de ceux qui ont pris part à l'opération Paperclip. Pendant ce temps, l'Union soviétique menait également sa propre chasse aux talents. Sous l'opération Oso-Aviakim, les soviétiques transférèrent des centaines de scientifiques allemands dans leurs laboratoires et usines, y compris certains qui avaient travaillé sur les mêmes projets que von Braun. Ces efforts contribuèrent au développement du programme spatial soviétique, qui atteignit son apogée avec le lancement de Sputnik en 1957, le premier satellite artificiel en orbite. La course à l'espace qui s'ensuivit fut largement alimentée par les avancées dérobées au Troisième Reich. Tant les États-Unis que l'Union soviétique exploitèrent les connaissances et technologies développées sous le régime nazi pour prendre l'avantage dans cette nouvelle ère d'exploration. Cependant, les coûts humains et éthiques de ces acquisitions sont difficiles à ignorer. Des archives soviétiques déclassifiées en 2008 révèlent que certains scientifiques recrutés par le bloc communiste furent également soumis à des représailles et à une surveillance constante, considérés à la fois comme des ressources précieuses et de potentiels traîtres. L'impact de l'opération Paperclip dépassa largement le cadre de l'exploration spatiale. Les systèmes de missiles balistiques intercontinentaux, le développement de la propulsion à réaction et les avancées en matériaux composites ne sont que quelques exemples des technologies issues des connaissances acquises grâce aux scientifiques nazis. Toutefois, ce progrès s'accompagne d'un héritage de questions irrésolues sur l'éthique d'utiliser un savoir issu de la souffrance humaine. L'un des témoignages les plus marquants sur l'opération Paperclip provient d'un ingénieur ayant travaillé avec von Braun à Huntsville, en Alabama. Lors d'une interview en 1973, il déclara « Il était brillant, oui, mais il y avait quelque chose en lui que je n'ai jamais totalement compris. Il savait ce qui s'était passé en Allemagne, mais il n'en parlait jamais. C'était comme s'il avait effacé cette partie de sa vie. Ce silence, partagé par de nombreux scientifiques recrutés, ajoute une couche de complexité à l'héritage de cette opération. Dans les années qui suivirent, l'utilisation des connaissances issues du régime nazi suscita des débats constants sur les implications éthiques d'exploiter des technologies développées dans des conditions inhumaines. Alors que certains affirment que ces avancées ont bénéficié à l'humanité,
D'autres insistent sur le fait que nous ne devons jamais oublier les circonstances dans lesquelles elles furent créées. L'héritage scientifique et technologique du Troisième Reich est aussi fascinant qu'inquiétant. À travers des innovations comme les fusées V2 et des projets expérimentaux ayant impulsé l'exploration spatiale, il a été démontré comment l'ambition humaine peut atteindre de nouveaux horizons, même en temps de guerre. Cependant, ces avancées furent marquées par l'exploitation, la déshumanisation et une déconnexion totale de l'éthique. Aujourd'hui, le savoir acquis sous le régime nazi continue d'influencer des domaines tels que l'aviation, la fuséologie et l'exploration spatiale. Pourtant, nous devons toujours nous souvenir du coût humain qu'il a impliqué. Ces avancées ne peuvent être dissociées des crimes qui les ont rendues possibles. Ce chapitre sombre de l'histoire de la science et de la technologie nous pousse à réfléchir au prix du progrès et à nous assurer que les erreurs du passé ne se répètent jamais.